Bonjour à tous, je m'appelle Edolacool. Bienvenue sur ma chaîne Edolacool Business TV. Alors, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de cliquer sur la petite cloche pour que vous recevez des notifications la prochaine fois que j'émets une vidéo sur YouTube. Donc aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est pour vous dire que là, je viens de Paris. Je suis allée à Paris pour rencontrer un jeune Ivoirien. Il m'a dit qu'il était le numéro 2 Ivoirien qui a pu percer dans le domaine du vignoble en France. Donc, il va vous expliquer son parcours, il va vous expliquer ce qu'il a fait, comment il a fait pour y accéder aujourd'hui. Bien vrai qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, bien vrai qu'il est sur le chemin de la réussite, mais en tout cas, j'ai été vraiment enchantée, j'ai été contente, j'ai été agréablement surprise du fait qu'il nous a livré, du fait qu'il nous a parlé avec son cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir un jeune homme qui a son équipe, bien sûr, mais le jour que je lui parlais, il n'y avait que lui. Donc, il est dans la production et la vente du vin. Vous allez en fait voir la personnalité même de ce jeune homme qui m'a vraiment plu parce qu'il est vraiment ouvert et il nous a donné beaucoup de conseils. Donc, je suis allée le rencontrer pour qu'il me parle un peu de lui, pour qu'il me dise comment, en tant que jeune Ivoirien, il a pu percer dans le vignoble. Dans l'interview, il va se présenter, il va dire comment et pourquoi et ce qu'il a eu comme souci, les obstacles, les échecs qu'il a eu et franchement, les conseils qu'il avait à donner à la jeunesse, à ceux-mêmes qui veulent être entrepreneurs. Comment il est surtout arrivé à là. Pour ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est Edolacool. Je suis sur Edolacool Business TV. Ce jeune Ivoirien qui a su mettre sur place une marque de vin en France. Je vais tout de suite vous dire que nous qui avons grandi en France, on sait que c'est un secteur vraiment fermé. C'est un secteur vraiment sélectif. Il a tout fait, il y est rentré. Écoutons-le et puis donnons-lui plus de likes, donnons-lui plus de messages. Partagez cette vidéo, vous devez la partager au maximum pour l'encourager. Et aussi, bien sûr, pour encourager mes chaînes YouTube et Facebook. Et donc, une interview exclusive, on est à tout de suite, après le jingle. Merci. Je viens aujourd'hui rencontrer un frère ivoirien qui est dans le vin en France. Donc leur marque ou sa marque, c'est Pierre de France. Et donc il va nous dire un peu plus. C'est un entrepreneur qui m'accueille aujourd'hui et pour que je lui arrache quelques mots. D'accord. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Frédéric Touré Boubacar à l'état civil. Je suis ivoirien et je suis entrepreneur. Je suis un peu un touche-à-tout. Voilà, c'est ce que je dis la plupart du temps, un touche-à-tout, parce que un entrepreneur ne se limite pas qu'à entreprendre. C'est clair. Mais en même temps, l'entrepreneur, pour moi, a aussi une qualité professionnelle. Donc, de profession, je suis APA, agent de protection rapproché. Généralement, on dit garde-corps, garde-corps. D'accord. Et à côté, je gère mes affaires quand je peux. Voilà. D'accord. D'accord. Ah, mais c'est très bien ça. Oui, c'est vrai qu'un entrepreneur, il doit avoir beaucoup de casquettes. Il ne peut pas juste être dans un truc parce que si vous vous spécialisez dans quelque chose et que cette chose n'aboutit pas, et ben tout de suite il faut rebondir pour faire autre chose. Donc c'est la loi de la nature, voilà, de la vie. C'est ça, voilà. Et donc ma deuxième question en fait, c'est de savoir comment vous êtes arrivé à être aujourd'hui un entrepreneur, mais dans un secteur qui est vraiment restreint, j'aimerais dire, qui est vraiment c'est la qualité là-bas. Donc du coup, c'est pas tout le monde qui y met les pieds. Présentez d'abord le secteur et puis vous nous dites comment vous êtes arrivé. C'est clair, je dirais que d'abord les spiritueux et les vins,
c'est quelque chose d'art. Il faut aimer pour se mettre dedans. D'accord. Et j'irai directement droit au but. Je suis arrivé dedans par passion. D'accord. Par C'est passion. bien bon. Donc quand je dis par passion, c'est-à-dire j'avais la gestion d'un restaurant, Grillade d'Afrique, le Nakori, en griffe. D'accord. En 2015, 16, 17, 18 là. Mhm. Et je commercialisais un vin qui m'a tout de suite inspiré. Parce que le vin que je commercialisais au sein du restaurant, les gens ne connaissaient pas parce que vous savez qu'il y en a tellement de vins, Ouais. il y en a tellement de cuvées, etc. et tout. Mais je suis allé dans un magasin où on fait les achats, pour taire le nom, ne pas faire de publicité. D'accord. Et du coup, le nom du vin m'a frappé. Dès que ça m'a frappé, j'ai proposé aux clients et tout. Ils ont aimé. Mhm. Donc, par derrière, ça m'a donné l'idée, parce que j'ai voyagé avec ce vin, je suis parti même en Afrique, à Abidjan avec. Wow. Et les gens me disaient, mais le vin, il est vraiment bon. Donc, c'est comme si je m'étais donné une carapace de promoteur de ce vin sans connaître qui est le propriétaire, qui est le vignoble. Ça, je savais ça venait d'où, mais sans connaître véritablement les propriétaires de ce vin. Oh, wow. Donc, j'ai osé, j'ai dû rentrer en contact avec eux pour savoir comment il m'était possible d'avoir la licence de ce vin et de commercialiser chez moi. Ouais. Question d'offrir de l'emploi aux plus jeunes que moi et de percer un peu, de mettre un peu, fourrer un peu mes narines dans ce domaine. Malheureusement, ce n'était pas une mince affaire parce qu'on ne donne pas la licence comme ça. J'ai dû me casser la tête. Et par la suite, vu que j'insistais, j'ai été contacté par ce même vignoble, me proposer d'avoir ma propre marque de vin. Wow. Au lieu d'avoir une licence, d'avoir ma propre marque de vin. Ouais. Et voilà, je me suis lancé entre 2017 et 2019 pour sortir ma propre marque de vin, essayer de marier les goûts, essayer de trouver les cépages qu'il fallait, les énologues, etc. et tout, la mise en bouteille, le nom qu'il fallait donner à ma marque de vin Pierre de France. Pourquoi Pierre de France? Ouais, c'était ma question. Ouais. Pourquoi Pierre de France? Parce que j'ai pris le côté biblique. D'accord. Je dis Pierre de France parce que le vin que j'avais cette carapace de faire la promotion sans connaître le vignoble, pour moi, ça avait un nom biblique. D'accord. En griffe, c'était plan de Dieu. D'accord. On appelle ça le plan de Dieu. Donc, moi, quand j'ai vu le plan de Dieu, je dis bon, ok, le plan de Dieu, ça veut dire que ça m'a inspiré tout de suite. C'est quelque chose qui a un chemin. Donc, pour moi, sera With and Love. À la base, c'était ça en anglais. D'accord. Et on a changé, on a donné Pierre de France, PDF. Pierre de France. Pourquoi Pierre de France? Parce que la pierre est solide, comme un roc. D'accord. Donc, on voulait un truc similaire. Ah, donc là, excusez-moi. Pierre, Donc là, on parle du nom. Du Comment nom. le nom est sorti. D'accord, Voilà. ok. Comment le nom est sorti. Parce que comment vous m'avez dit été... biblique, donc du coup, moi, voilà, je me c'est suis comme dit ça que j'ai que... été. Oui, plan de Dieu, c'est le nom du vin que je commercialisais. D'accord. Et je me suis dit, bon, il faut rester toujours dans le même registre. Oui, oui. Plan de Dieu. Ok, Pierre de France. Pierre de France, pourquoi? Parce que je suis en France. D'accord. Et il fallait quelque chose pour immortaliser ça. Donc, on a tout de suite essayé de discuter. Et on a vu la tour Eiffel qui est solide, qui est comme une pierre déposée. Et c'est l'emblème de la marque Pierre de France. Donc, il y a la bouteille, comme vous avez vu, Ouais. et tout. Et il y a la tour Eiffel, et vous voyez, il y a les habitations solides. Donc, c'était ça le nom, d'où est venu le nom de Pierre de France. Et on a certifié le nom. On envoie au niveau de la douane, on envoie au niveau de la maison des grands vignobles de France. On a vérifié, le nom n'était pas attribué et on a attribué le nom, ils ont attesté. On a fait la CRD et tout, qui a donné l'autorisation de porter le nom, ce nom. D'accord. Et d'être unique au monde. Ok. Donc, voilà un peu la petite histoire. Très belle histoire, hein? Ouais. Pierre de France. D'accord, je comprends bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Le départ que vous aviez eu avec ce business, quels ont été vos obstacles d'abord? Les obstacles sont multiples pour un jeune entrepreneur. D'abord, quelqu'un qui se jette dans l'entrepreneuriat pour
pas pour une première fois parce que j'étais dans l'auto, etc. et tout. Mais dans ce domaine de vignoble, c'est la toute première fois. Et il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Comment extraire le vin, comment... Il y avait tellement d'obstacles. Et tout ça, ça demandait assez de financement. D'accord. Donc, le premier obstacle que j'ai eu sur mon chemin, c'était le côté financier. D'accord. Parce que c'est pas une société, je suis pas une société et tout, je suis une personne unique qui se lève comme ça, qui dit bon ok, je vais créer ma marque de vin, je vais créer mon vin et tout. Beaucoup d'obstacles. D'accord. Ici par exemple, il y en a plus de 2500 marques de vin répertoriées. Waouh. Donc, juste en France ou dans le monde? Juste en France. D'accord. Oh, juste en France, plus de 2500. C'est-à-dire spiritueux et vin. Quand je dis spiritueux et vin, champagne, vin et tout. Plus de 2500. Bon, dans les 2500, moi, un jeune Africain, un Ivoirien. D'ailleurs, le deuxième a sorti sa marque de vin. Dans les 2500, moi, je suis trop petit dedans. C'est ce que je me disais. Oui, oui. Et pour cela, j'ai voulu imposer ça d'abord chez moi en Côte d'Ivoire. D'accord. Malgré qu'il y a la CRD et tout, la première vente en Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Le second obstacle, en dehors du cas de finance, ça a été le Covid. Ah, ça nous a tous tapé, hein? Et parce que j'ai sorti la marque officiellement en octobre 2019. On a fait les premières dégustations en décembre 2019. Et les premières ventes ont commencé en janvier 2020. Ouais. Du coup, j'étais à Abidjan, je suis revenu en mars. En mars, au moment où maintenant on allait se lancer un peu partout, le Burkina et tout ça, on avait commencé le plan communication, le business plan et tout. Et on est tombé dans la situation du Covid. Donc vous ne pouvez pas imaginer, la perte a été énorme. J'imagine. Dans tout son sens. D'accord. Ah, parce qu'il y a des gens qui ont pris, il y a des clients qui ont pris, qui ont fini par fermer leur bar. Il y a des clients qui ont pris, qui ont perdu leur emploi, qui ont pris des palettes et tout. Malheureusement, ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas encore facile jusqu'à aujourd'hui. Et les banques en Afrique, malheureusement, n'accompagnent pas les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs. Ils préfèrent accompagner ceux qui sont déjà assis. Donc c'est vraiment compliqué. Mais on tient bon. D'accord. Ah ben, c'est ce qu'il faut faire. Hein? On tient bon. Et venant sur le plan d'investissement dans votre projet, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez travaillé pour en fait avoir l'argent qu'il faut pour investir, ou bien c'est par un apport des amis, ou bien c'est la banque, ou bien comment vous avez fait pour démarrer? Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, c'est bien, mais comment vous avez pu faire pour pouvoir démarrer? Ah ouais, très belle question. Oui. La question me fait rigoler parce que j'en ai connu jusqu'à aujourd'hui des personnes qui sont vraiment assises financièrement. D'accord. Qui me demandent, mais moi j'ai les finances, mais comment je fais? Parce que, oui, il y a le côté financier, et puis il y a le côté vouloir. Parce que tu peux avoir les finances aujourd'hui, et le vignoble te dira, non, je ne te donne pas ma terre, je ne te donne pas ma marque. Et il y en a plein. Il préfère te donner la licence, tu vends pour lui, mais toi-même ta marque, il n'y en a pas. Je dis, je suis le deuxième Ivoirien. Wow. Le premier, je préfère taire son nom parce qu'il a été chef d'État, il a eu sa propre marque à lui. Le deuxième, il a créé une marque personnelle pour sa propre consommation. Il a été ministre de l'économie et des finances. Malheureusement, il n'est plus. Et moi, en tant que vendeur, promoteur, propriétaire de marque pour commercialiser, je suis le deuxième Ivoirien. Donc, même quand on fouille dans le milieu, les Africains, ils ont la licence de vente, mais ils ne sont pas propriétaires. Et du coup, quand tu es propriétaire, il y a une seule chose, tu es sûr. Le vin se bonifie. Oui. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je peux ne même pas profiter de ce bien-là plus tard. Mais mes enfants peuvent, ou mes petits-enfants. Et la plupart du temps, les vignobles qu'on croise aujourd'hui, ils ont pris l'héritage de père à fils, jusqu'à aujourd'hui. Donc je me dis, je reste constant dans
dans mon chemin, sur ma lignée. Et pour revenir à la question, c'était comment j'ai fait pour y arriver. Les fonds, ça a été fonds propres, personnels. Et si je veux rentrer dans les détails, je vais rentrer dans ma vie privée. Oui, parce que pour avoir cette marque qui dispose de 500 000 bouteilles, il a fallu dépenser 300 000 euros. D'accord. Pour la marque, la mise en bouteille, le produit à extrait, la douane, un peu tout. Même la médecine pour tester et tout. Oui. Il y a eu tellement. Donc ça a coûté à peu près 300 000 euros. Je dirais 300 000 euros même, d'ailleurs. Mais les 300 000 euros, c'est fonds propres. Quand je dis je ne vais pas rentrer dans le côté personnel, j'ai dû prendre des prêts. Je vous dirais peut-être n'importe quoi, prêt immobilier, prêt auto, prêt personnel. J'ai dû découper à gauche, à droite et puis y arriver à ce projet. Mais je crois toujours à ce projet. Oui, c'est un très bon projet. C'est un très bon projet. En fait, je pose cette question parce qu'aujourd'hui, moi, je donne des idées, des conseils et tout ça sur ma chaîne Aide la Cool Business TV. Mais je remarque que les questions qui me reviennent par email, en inbox, quand je fais les lives, on a la nette impression que les jeunes d'aujourd'hui se disent que il faut compter sur d'autres personnes pour que j'ai l'investissement. Ils ne comprennent absolument pas qu'il faut travailler. Aujourd'hui, la banque, que ce soit même en Afrique ou ici, la banque ne se lèvera jamais pour donner l'argent à quelqu'un. Un start-up comme ça, c'est pas facile. À moins que ton business plan soit quelque chose de vraiment, je vais dire, d'extraordinaire ou voilà. Mais là encore, attention, parce que quand tu n'as pas de finances, tu peux te faire voler ton projet. La plupart du temps, c'est ce qui arrive pour ceux qui n'ont vraiment pas d'expérience. Quand ils vont voir un tonton, un tonti ou bien même la banque, on dit à son gestionnaire, écoute, voilà mon projet, je veux que vous financez. Le gestionnaire ou même l'oncle ou la connaissance tout de suite là ne dit rien. Il prend le projet, de dire ok, je te rappelle, et puis voilà, il s'assoit sur le projet, il gère le projet tranquillement. Ça, c'est vrai. Donc, quelque part, il faut avoir un apport pour ton projet, toi-même. Et quand tu sais que tu as un projet, bataille pour avoir le minimum pour mettre le projet sur place. Voilà. Même s'il faut t'endetter, s'il faut que tu aies des interdits bancaires et tout. L'interdit bancaire, oui, tu peux avoir l'interdit bancaire et dès que le projet prend forme et tout, tu peux lever ton interdit bancaire. Mais tu ne vas pas prendre le projet à vide. C'est vrai qu'il y a l'intelligence qui t'amène vers le projet. Mais il y a le côté financier qui va te dire, bon, ok, est-ce que tu as un local? Non, tu n'as pas de local. Tu fais comment ton projet? Tu as un ordinateur? Non, tu n'as pas. Est-ce que tu peux avoir la connexion? Est-ce que tu as un moyen de déplacement? Est-ce que tu as juste une petite logistique de pouvoir aller discuter avec quelqu'un, d'être présentable? Si tu n'as pas tout ça, ça ne sert à rien d'avoir des projets dans la tête. Parce qu'il y a le côté financier, oui. Et puis il y a le côté de se donner la capacité de monter un projet personnellement, avant d'espérer. Quand tu réunis ça, tu réunis ce petit côté-là, ce petit apport-là, personnel d'abord, et ce petit apport financier, toi-même, juste pour te déplacer, juste assurer certaines choses, assurer ton quotidien du projet, tu peux te lancer dans le projet. Mais tant que tu n'as pas et que tu es couché, et tu t'es dit, bah, j'ai fait le projet, je vais soumettre à quelqu'un et on va te donner. Franchement, moi je dis que ça, c'est des personnes qui sont nées avec une cuillère en or dans la bouche. Moi, c'est pas le cas. Moi, je bataille sur tous mes projets. Et là encore, je suis un second projet d'entretien, nettoyage industriel. À Abidjan, la société elle est déjà montée. C'est toujours le même nom, mais c'est plutôt Groupe Pierre de France Industrie. D'accord. Pour permettre encore à la jeunesse de travailler. Mais je me donne cette force-là. Depuis l'année dernière, je travaille sur le projet. Les machines, je me dis, ok, si tu as un premier contrat tout de suite, comment tu fais? Il faut des machines pour nettoyer, il faut des produits et tout. Donc, je ne vais pas me lever comme ça. C'est ça. Et puis, je dis, bon, ok, on me donne un marché. Et puis, maintenant, je suis en train de chercher les machines pour aller louer. Si je vais louer des machines, ça veut dire que j'assure le projet de quelqu'un. Oui. Voilà, donc, c'est pas facile. Oui. Il faut espérer, il faut croire et il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Ça, si je dois rajouter, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. En tout cas, c'est très bien ça. Merci. Maintenant, durant tout ce que vous êtes en train de faire, ou depuis que vous avez commencé, quels ont été vos échecs? Ou les échecs, ou ça peut être vous, ça peut être vos collègues, ça peut être, voilà. Le manque d'expérience.
Oui. Parce que entreprendre égale à échec. Oui. Entreprendre, c'est comme un artiste. Il veut chanter. Il est convaincu qu'il chante bien. Tout le monde autour de lui dira, tu chantes bien. Il faut prendre le podium. Il faut être sur la scène. Pour savoir si tu chantes bien ou pas. Parce que ceux qui ne te connaissent pas te diront si c'est bon ou si c'est pas bon. Oui. Donc pour moi, entreprendre égale à un échec. Donc le manque d'expérience a fait que je me suis cassé la figure d'abord. Mais la manière dont je me suis cassé la figure m'a aussi appris beaucoup de choses. Donc j'ai dû passer à me casser la figure. Et là maintenant, je suis au stade de faire attention. Donc je ne pouvais pas faire attention sans me casser la figure. Et je pense qu'entreprendre, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit, pour la plupart des entrepreneurs, 7 fois tu tomberas, Ouais. 7 fois tu te lèveras. Pour tous les entrepreneurs. Voilà. Si tu t'es pas levé, c'est que c'est pas bon. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'étais pas prêt, tu n'avais pas la force d'entreprendre. Oui. Voilà. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est le J'ai eu premier cas. beaucoup d'échecs, moi. Mais je persévère toujours. Toujours. Voilà. Et le deuxième échec, c'est faire confiance. Ah, moi, ça a été mon premier. Faire confiance. Ouais. Quand tu entreprends dans le milieu commercial où c'est du donnant-donnant, je te donne la marchandise, tu me donnes l'argent, il ne faut pas faire confiance. Si tu entreprends et que c'est entreprise à entreprise, je te donne mon service, à la fin du mois, tu verses mon argent sur le compte, tu peux faire confiance. Donc, faut pas qu'on mélange les choses. Si je me permets de faire partie des conteneurs de carreaux, par exemple, de produits pour la construction et tout, automatiquement mes clients seront des entreprises. Quand ils vont commander, quand ça va venir, ils vont payer. Même si c'est sur 30, 45 jours, etc. et tout, ils vont payer. Mais si je me permets de faire partie du vin, de l'huile, etc. et tout, je dis n'importe quoi. C'est de personne à personne et même si c'est des entreprises, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est ça. Et là, il y a la confiance, là tu te casses le visage automatiquement. La troisième des choses qui détruit la plupart du temps chez nous les Africains, c'est le social. Le parent, ouais. Le social et l'émotion. C'est clair. Le social, je le dis pourquoi? Parce que ton projet est en train de prendre forme. Mais tu utilises dans ton projet pour faire face à tous les besoins. C'est l'un des premiers maillots qui fait tomber un projet. Le second, c'est l'émotion. Tu veux tout faire en même temps. Tout le monde te parle, sans expérience. Tout le monde te parle. Et tu veux faire aussi. La deuxième des choses. La troisième des choses, c'est les proches même. Tu leur donnes. La famille. Ils te conseillent, les amis, la famille, les connaissances, les contacts et tout. C'est eux qui te... Donc les échecs, en fonction de ton projet, tu auras des échecs par rapport à ton projet. Donc je ne dirais pas qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu d'échecs parce que c'est les contacts qui ont ouvert des portes pour eux. Oui. Mais il y a des projets que les contacts n'ouvriront pas ces portes-là, mais fermeront ces portes-là sur toi. Mais il faut savoir faire la différence. Et il faut savoir que l'échec est à côté. Ouais. Qui dit projet, entreprendre égale à échec d'abord. Après, tu peux te lancer. Tu apprends et puis tu Voilà, te lances. tu apprends et tu te lances. En tout cas, ces quelques mots vont sûrement enseigner beaucoup de gens. Ah ouais. Parce que, ouais, c'est très profond. Maintenant, ma dernière question, si on veut voir, elle est quand même assez... c'est une seule question, mais à plusieurs volets, voilà. Donc, quel conseil aujourd'hui, c'est vrai que, Monsieur Touré, c'est vrai que vous êtes en train de vous former, vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de vouloir aboutir à des objectifs, réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Obtenir un challenge. Voilà. Maintenant, c'est quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre maintenant ou dans des années à venir? Quel conseil que vous pouvez donner aujourd'hui aux frères et sœurs qui ont envie de se lancer? Le conseil que je peux donner, le premier conseil, c'est de croire en soi. Ouais. Ah, c'est la première des choses.
Parce que peu importe des millions, des milliards à ta disposition, si tu ne crois pas en toi, ça sera un gâchis. Il faut croire. La première des choses, il faut croire en soi. La deuxième des choses, il faut se fixer des objectifs à atteindre. On ne demande pas forcément d'être le milliardaire, le millionnaire du monde, mais il faut se fixer son objectif. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends d'un projet, de ce que tu fais? La troisième des choses, c'est être constant, persévérer. Parce que si tu es constant et que tu persévères, tu vas toujours réfléchir, même quand ça ne va pas, à trouver un plan B. Comme on dit, il ne faut pas faire un plan A seulement et s'asseoir. Tu as un plan B, tu as un plan A. Tu as toutes les lettres de l'alphabet. Donc quand ça coince quelque part, si c'est une voyelle ou une console, tu prends tout de suite, tu remplaces. Voilà. Même s'il y a une faute, c'est pas grave, après tu pourras déplacer. Donc il faut aller dessus. Et pour toute personne qui aspire à aller loin, un projet, c'est de demander la longévité à Dieu. Ouais. Parce que si tu n'as pas la longévité, tu ne verras même pas ton projet naître. C'est clair. Donc si tu demandes la longévité et la santé à Dieu, le reste, tout est à ta portée de main. Supposons que tu es en train de monter un projet et demain tu tombes malade. Je ne souhaite pas, tu as un handicap, pas possible, ou bien on t'annonce une maladie, pas possible, tu ne peux plus bouger, ou bien tu perds la vie. Le projet, il est à l'eau. Donc pour voir ton projet, il faut d'abord demander toujours à Dieu quand tu te couches. Peu importe que tu sois croyant ou pas, celui à qui tu crois. Si c'est fétiche tu fais, quand tu es en train de te coucher là, il faut dire à ton fétiche, là, protège-moi. Si tu ne crois pas aussi, toi seul, il faut croire en toi. Si c'est Dieu aussi, tu dis à Dieu, protège-moi, donne-moi la longévité, la santé, etc. Et tout. Si c'est Allah aussi que tu pries, tu fais pareil. Mais il faut être sûr que tu en as besoin. Ouais. C'est le point général. Quand tu as ce point-là, tu es constant, tu as la persévérance. Il faut être sûr de toi. Une fois que tu es sûr de toi, peu importe, tu vas arriver. On en a tellement d'exemples devant nos yeux. Et encore moi, je dis, franchement, pour ma petite expérience, je ne baisse jamais les bras parce que je peux citer les différents chemins par lesquels je suis passé. De formation, je suis technicien de télécommunications. J'ai fait pas mal de stages en journalisme à l'EADP. J'en ai fini... j'ai été gérant de restaurants, par-ci, par-là, tout ça, les petits boulots. À côté de cela, je suis de formation GADCOP. J'étais contrôleur d'une boîte de sécurité. Et je ne vais pas tout dévoiler. Qui ne dit pas que demain, je serai peut-être commissaire ou colonel ou bien général dans l'armée de Côte d'Ivoire ou ici. Ben oui, c'est clair. Donc, je ne peux pas m'arrêter, mais je me dis... entreprendre, c'est ma chose, c'est ma seconde nature. Donc, que toute la jeunesse ait cette seconde nature-là et puis bosse. Parce que c'est ça. Faut toujours bosser. Faut pas te dire, comme j'entreprends, je ne peux rien faire. Tu as des qualités tant que tu as tous tes membres au complet, tout est normal. Ne te dis pas, comme je veux entreprendre, je veux faire un maquis, un bar. Donc je reste là, je ne touche pas à gauche, je ne touche pas à droite. Touche à gauche, à droite. Et puis à côté, tu fais ton maquis, ton bar. Moi, j'ai ça prend, j'ai des cousins, voilà. Pour eux, ils veulent être footballeurs, donc ils ne veulent plus rien faire. Voilà. Ils font leurs entraînements, puis c'est tout. Je fais, mais attends. Mais, oui, et il y en a plein d'histoires comme ça. Quelque part, si ça ne marche pas, tu fais comment? Tu as tout perdu, tu n'as aucune qualité et tout. C'est comme les gens qui disent, je veux venir en Europe, je veux venir en Europe. Ouais. Tu viens faire quoi en Europe? C'est un projet, venir en Europe, c'est un projet. Qu'est-ce que tu viens faire en Europe? Si ton plan A, c'est de venir travailler. Mais avant de travailler, il faut mettre certaines choses dans ta tête. Avant de travailler, il faut que tu sois régularisé, il faut que tu aies ceci, il faut que tu sois à l'aise. Toi-même, tu ne vas pas venir aujourd'hui et demain, tu travailles. Mais donc, quand tu réunis tous ces paramètres-là, tous ces obstacles qui peuvent t'attendre à ton arrivée, quand tu arrives, tu es prêt moralement. Voilà, mais quand tu te dis non, je viens, même si c'est pas l'eau, et puis maintenant tu découvres la supercherie de l'Europe, tu te dis, mais j'ai fait un gâchis. Là, c'est un échec. Ouais. Mais cet échec-là, tu te relèves comment? Tu te mets au travail? Ou bien te dis, j'étais venu, je pensais qu'on ramassait de l'argent par terre et tout. Non. Donc, quelque part, la jeunesse africaine a du potentiel. Beaucoup. Pas possible. Ouais. Et ce potentiel-là,
malheureusement, que tout le monde retienne qu'on n'est pas accompagné par les banques. C'est ça. On est accompagné par personne. C'est ça. Donc, place au travail. Ouais. À nous de travailler, Ouais. à nous de ne pas baisser les bras et d'avoir toujours un esprit créatif, de vouloir créer, de vouloir toucher à tout, de regarder, de toujours s'informer, s'actualiser, toujours regarder les choses et tricher. Il n'est pas mauvais de tricher le bon exemple. Voilà. Il n'est pas du C'est tout clair. mauvais de tricher le bon exemple. Je pense qu'il y a, pour taire les noms, il y a une blogueuse, une coach et tout. Elle a fait un live la semaine dernière. Les gens appelaient sur le live et j'ai lancé l'appel. Les gens appelaient parce qu'ils sont contents des conseils qu'elle donne et tout. Et je lui ai dit, ah vraiment, je vous aime, je vous suis depuis très longtemps. Mais le conseil en tant que petit frère que je peux vous donner, arrivé à un moment, ce statut de blogueuse, de coach va passer. Passer à une autre étape, vous avez sorti une marque de champagne. Je sais comment ça se passe le champagne. Il est encore 2 fois plus difficile que le vin. En quantité, c'est toujours de petites quantités. Mais commencez à faire la promotion de votre champagne. À la fin, je vous donnerai son nom. Commencez à faire la promotion de votre champagne. Commencez à faire la promotion de tout ce que vous voulez entreprendre maintenant parce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, rien ne dit que vous serez là. Mais ce qui va faire que vous serez là encore dans l'esprit des gens, c'est votre produit qui va tourner dans la main de tout le monde. Clair. Nous tous qui sommes là, qui vous suivons actuellement en direct, demandez qui a vos bouteilles de champagne. Il y a un qui a appelé, il a dit non, où je suis là, on ne vend pas et tout. Je dis voilà, c'est dessus maintenant qu'il faut travailler. Parce que tu t'es déjà imposé et maintenant c'est à toi maintenant d'imposer ton produit de manière normale. Et en fait, c'est comme ça, on n'est jamais Dieu chez soi. Oui. Et voilà un peu. Ouais. En tout cas, j'ai été très très enchantée parce que ça a été difficile de mettre la main sur ce monsieur que vous voyez là. Il est tellement occupé. Normalement, on devait se voir hier, mais il me dit avant-hier. Il me dit, j'ai un truc à faire, je devais voyager, mais je ne voyage pas. Hier, directement, il est parti à Bordeaux. À Bordeaux. Il est arrivé vers peut-être minuit. Il me dit 1h du matin. Il me dit, Edo, je vais te contacter demain matin. Donc, du coup, je me suis dit, bon, peut-être que ça sera à la prochaine visite que je vais la voir. Ma grande surprise, vers 1h du matin, je vois un message qui me dit, à demain, je fais waouh. En tout cas, je remercie beaucoup. Je te remercie pour ton temps en plus et puis ta gentillesse parce que le contact a été très fluide. Et vraiment, merci à la personne aussi qui nous a mis en contact. Ouais, super. Donc voilà, c'est la fin de cette interview. En tout cas, c'est une expérience. C'est toujours bien quand on veut se lancer dans quelque chose. C'est toujours bien de se référer à ceux qui sont déjà devant nous. Il n'y a pas une histoire de dire oh, je n'ai pas envie de l'embêter ou bien d'avoir un caractère bizarre. Pour apprendre, il faut se rendre petit. On dit toujours que la main qui demande, c'est cette main-là qui est en dessous. Ok? Donc, quand on a besoin de savoir, moi je suis venue vers lui. C'est pas parce qu'il a commencé le business avant moi ou quoi. Moi, ça fait depuis que je suis petite, je suis dans le business. Donc, ça me dérange pas d'aller vers des gens et apprendre. On finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Donc, sur ce, je sais pas si le dernier mot. Le dernier mot. Ouf, voilà. En général, c'est quand on finit les interviews que je dis, mais j'aurais dû. Voilà, la plupart du temps. Le dernier mot. Le dernier mot, c'est fort. Le dernier mot, c'est à l'encontre de la jeunesse encore africaine. Je dis bien, la difficulté de nos pays africains, c'est qu'on n'est pas accompagné. C'est la difficulté de nos pays africains. Parce que la jeunesse africaine a du potentiel, a beaucoup de force et tout. Mais ne mettons pas aussi dans notre esprit qu'on doit venir forcément en Europe pour réussir. À cette même jeunesse africaine, quand vous avez une personne en Europe qui veut faire des affaires, qui vous confie ses affaires, dites-vous que c'est vous qui êtes là-bas. C'est à vous de faire tourner ces affaires pour que ça marche. Parce que si ça marche pour vous et pour lui, ça veut dire que vous êtes liés. Lui, il fait ce qu'il a à faire, il envoie. Vous gérez ça là-bas. Vous n'avez même pas
à envier quelqu'un qui est en Europe. Et la personne aussi qui est en Europe sera tellement tranquille que il pourra même donner sa tête à couper pour le faire. Mais quand vous êtes là-bas et vous avez un esprit malsain, dites-vous que, comme on dit, il y a toujours le karma. Il faut faire attention. On n'est pas obligé d'être en Europe pour ici. Quand on vous confie les petits projets, ou bien quand vous avez des projets, quand on finance ces projets, prenez ça au sérieux. Parce que c'est vrai, on dit cette fois tu tomberas, cette fois tu te relèveras, mais ça peut être ta septième fois sans savoir. Parce que quand on a payé ton école du CP1 jusqu'à X classe, c'était de la chance que Dieu accordait à tes parents d'avoir de l'argent pour payer tes études. Donc ça pouvait être tes chances, ça, quand on comptait comme ça. Quand tu as une, il faut te dire c'est la dernière. Quand tu as une, il faut te dire c'est la dernière. Parce que si ton papa ou ta maman n'avait pas l'argent, te mettre à l'école, te donner à manger, pour s'occuper de toi, tu n'allais pas être où tu es. Donc dis-toi que à toute fois que tu as des opportunités, c'est ta 7e chance. Et il faut la saisir. Ouais. Ah, c'est très fort. En tout cas, j'ai l'impression d'être à côté d'un petit frère. Parce que moi, je suis toujours en train de donner des conseils. Donc franchement, c'est ce que je voulais dire. Et sur ce, on se voit encore dans un prochain numéro. Je suis toujours dispo. Et puis, peut-être un jour, on aura un live où il va intervenir. Toujours. Et donc, voilà. En tout cas, merci pour ta gentillesse. Non, merci et puis, pour ta disponibilité aussi. Enfin, la disponibilité que tu as créée un peu pour moi. Je suis vraiment enchantée. Merci beaucoup. Ouais. C'est la fin de cette interview. Ouais. Je me rappelle, puis, j'ai suivi une interview d'avion comme ça. Le gars, il m'a suivi. Quand il dit, il dit, bon, je prends mon billet aussi. On va partir à Abidjan là. Donne-moi ta place, j'ai donné ma place. Il a fait une interview pendant 30 minutes de partir à Abidjan. Il a fait 2 jours à Abidjan. Il est revenu. Waouh. Ça arrive en quand tout tu n'as cas, pas le temps. je suis contente. Voilà. Merci beaucoup.